sujet de mon intervention est constitué par les marges de retour, les questions et les réponses qu'apporte le droit international aux blessés et aux victimes, de façon générale, de ces marges du retour. Alors, ces marges du retour, vous le savez, ont été initiées à la fin de l'année 2017. Il s'agit d'un mouvement de protestation pacifique. Il s'agit de se montrer. Ce sont des populations, des dizaines de milliers parfois, qui se déplacent tous les vendredis pour se rendre à proximité de la frontière de Gaza de manière pacifique, sauf exception. Alors, ce mouvement est initialement un mouvement spontané, sans leadership, et puis assez rapidement, étant donné qu'il fallait évidemment organiser et contrôler ces manifestations, ces démonstrations de masse, un comité des marches du retour a été mis en place, et ce comité intéresse toutes les factions palestiniennes, depuis le djihad islamique jusqu'au FPLP, à l'exception malheureusement du Fatah. Officiel, oui, il y a un fatalisme, là on va pas entrer dans les détails, effectivement, il y a un fatalisme. Alors, quel est le bilan désastreux, le bilan humain de ces marches du retour du côté palestinien? Eh bien, du 30 mars 2018 jusqu'au 14 mai 2019, 305 Palestiniens ont été tués, dont 59 enfants et 10 femmes, plus de 20 000 ont été blessés. Le type de blessure, et j'en connais quelque chose, j'en sais quelque chose, 7069 tirs à balles réelles, 3165 impacts sur la tête ou le tronc. Ce type de blessure, évidemment, indique que les tirs ont été commandités et ordonnés dans un certain nombre de cas pour tuer. Il ne s'agit pas de bavure. En ce qui concerne les impacts sur les membres inférieurs, qui sont au nombre de 8306, l'objectif, évidemment, est de créer des handicapés à vie, d'autant plus que, et ça a été largement dénoncé, j'ai eu l'occasion malheureusement de traiter certains de ces patients, des balles explosives ont été utilisées très largement. Ces balles explosives ne contiennent pas en soi un produit explosif, mais ce sont des balles qu'on appelle soft nose bullets, c'est-à-dire qu'elles sont entourées d'une jaquette métallique qui est percée à son extrémité, et au moment de l'impact se produit une déflagration qui va endommager les tissus mous de façon irréversible. Une balle explosive dans un genou, dans un creux poplité, c'est une amputation garantie. Donc, ça a entraîné des dégâts absolument considérables, aboutissant à 136 amputations sur la période que je vous ai indiquée. À noter aussi 680 blessés parmi le personnel médical et paramédical, avec 3 morts, 118 tirs sur ambulance, 365 tirs sur des journalistes avec 2 morts. Tout ceci indique qu'il s'agit d'une politique délibérée. Alors, quelles sont les réactions juridiques, les réactions en termes de droit de nos amis palestiniens? Eh bien, on peut dire sans exagérer que depuis 2009, eh bien, c'est la société civile palestinienne qui tient la corde, qui joue le rôle de leader pour la défense des droits des Palestiniens. Et puisqu'il s'agit de crimes de guerre, elle se tourne naturellement vers sa juridiction naturelle qui est celle de la Cour pénale internationale. Il n'y a évidemment pas de tribunaux locaux pour traiter de ces questions. Et lorsqu'on voit certaines associations bien ignorantes ou peut-être manipulées, eh bien, porter plainte auprès de la Cour suprême israélienne, en droit, ça nous fait évidemment sursauter. Ce n'est pas là qu'il faut s'adresser. Alors, les recueils de données sont extrêmement importants parce que la Cour pénale internationale est une juridiction faite de professionnels, en principe entraînés. Et là, je conclurai peut-être tout à l'heure en soutenant quand même cette Cour pénale internationale. Des livres entiers ont été écrits pour la décrier. La Cour pénale internationale fait partie de nos outils. Elle a été créée à une période récente et non pas à une période où les 3/4 de l'humanité étaient colonisés. Elle représente l'aspiration des peuples. 123 pays y ont déjà adhéré. On ne nous débarrassera pas de la Cour pénale internationale, et tout ce qui est dit de manière très très excessive par les plus grands dirigeants de la planète n'a strictement aucune valeur juridique et ne repose sur rien concernant la volonté de la population mondiale.
Donc cette Cour pénale internationale, ce sont des juristes, ce sont des professionnels. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de victimes identifiées, pas de statistiques, pas de coupures de presse, pas de tableaux, pas de diagrammes. Des victimes identifiées, car elle écoute des victimes qui délivrent un mandat à un avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale. C'est comme le Conseil d'État, ce sont des avocats spécialisés qui mettent en forme toute la chaîne de preuves qui va être apportée par les équipes, les forensic teams, c'est-à-dire les équipes médico-légales qui s'occupent de ces victimes. Alors, quelles sont les actions effectives que la société civile palestinienne a entreprises depuis une dizaine d'années concernant toutes ces victimes? Eh bien, il y a une première initiative en janvier 2009 avec une plainte qui a été déposée qui posait en particulier une question intéressante qui est celle des soldats binationaux, c'est-à-dire des soldats israéliens ayant effectivement participé aux destructions, aux bombardements, possédant une autre nationalité que la nationalité israélienne. Vous êtes un écart extrêmement fréquent, et donc ça pose un problème de droit tout à fait intéressant. C'est une faille qu'il est intéressant, pourrait être intéressant d'utiliser. L'objectif de toutes ces plaintes qui ont déposé à la Cour pénale internationale, c'est l'ouverture d'une enquête par le procureur de la Cour pénale internationale, qui est le seul habilité à ouvrir une enquête. En juillet 2014, et là je dois dire que c'est quelque chose qui me fait souffrir parce que j'ai eu l'occasion d'être à Gaza, je vais 3 fois par an depuis presque une vingtaine d'années, et j'y étais pendant des périodes de guerre. Et en juillet 2014, au milieu de la guerre, le 25 juillet, eh bien, un ministre courageux, qui était M. Ibrahim al-Saka, qui était le ministre de la Justice de l'autorité palestinienne. Il faisait partie du gouvernement de Palestine. Il se trouve qu'il était l'un des 4 ministres de l'autorité palestinienne qui vivait à Gaza. C'est un juriste, c'est un avocat. Et Ibrahim al-Saka, avec Ismaël Jaber, qui était à l'époque le procureur général de Gaza, ont déposé une plainte au crime de guerre auprès de la Cour pénale internationale. Et là, véritablement, c'est une tâche qu'il faudra un jour reconnaître au niveau de l'autorité palestinienne. Eh bien, M. Mahmoud Abbas, au cœur même de la guerre et pendant les bombardements, a dépêché son ministre des Affaires étrangères, M. Al-Maliki, pour bloquer la plainte. Et le soir même de la visite de M. Al-Maliki, eh bien, la procureure de la Cour pénale a fait un communiqué de presse. Elle a posé la question, en tout cas c'est son communiqué de presse officiel de la Cour pénale internationale. J'ai posé la question à M. Al-Maliki de la provenance de cette plainte, vient-elle de l'autorité palestinienne, du gouvernement palestinien, et la réponse n'a pas été positive. La réponse n'a pas été positive, c'est les termes exacts de sa déclaration. En janvier 2015, sous une très forte pression, j'imagine, eh bien, le président de l'autorité palestinienne a enfin fait ce qu'il aurait pu faire des années auparavant, techniquement. Eh bien, il a déclaré l'adhésion de la Palestine au statut de Rome, et c'est une grande victoire, c'est un progrès extraordinaire. Ça veut dire que avec une rétroactivité au début du mois de juin 2014, au 14 juin 2014 très précisément, c'est-à-dire que le jour où s'ouvrira un procès, ce sera tous les actes de guerre commis par toutes les parties, y compris par la partie palestinienne, qui seront examinés à partir de cette date. Mais à cette date de ratification, de signature et de ratification, il n'y a pas de signature de l'article 14, je passe sur les détails techniques, ce qui veut dire simplement j'engage, je dépose plainte et nous allons y aller, nous nous engageons à coopérer totalement à toute enquête de la Cour pénale internationale. Donc rien ne se passe. En juillet 2017, une nouvelle plainte arrive et s'empile sur le bureau de la procureure de la Cour pénale. C'est une plainte de 40 associations soutenues par le barreau de Gaza, une cinquantaine d'avocats, concernant le crime de siège de Gaza. Décembre 2017, nous arrivons directement dans nos sujets, qui est celui des marches du retour, avec le transfert de cette ambassade américaine, des manifestations massives, un malheureux qui s'appelle Ibrahim Abou Touraya, amputé des 2 jambes, qui reçoit une balle en plein front. Et là, je voudrais parler des forensic teams. Il faut apporter à des juristes une chaîne de preuves indiscutable. Lorsqu'on critique la Cour pénale internationale parce qu'elle a relaxé au bout des années tel ou tel emprisonné, c'est parce qu'on a été incapable d'apporter une chaîne de preuves de valeur juridiquement. Les déclarations des uns, je vais mettre Trump devant la Cour pénale internationale, tout ceci
celle-ci n'a strictement aucune valeur. Des chaînes de preuves doivent être inventées. Depuis 2014, une équipe travaille à Gaza extrêmement professionnellement avec des équipes de garde tout au long de la frontière qui recueillent les blessés, qui interrogent les témoins, qui prennent les identités, qui reprennent tous les documents, y compris filmés, qui ont pu être repris à l'arrivée dans les hôpitaux. Qui êtes-vous? À quelle heure c'est arrivé? Où étiez-vous? Qui était avec vous? Dans les salles d'opération, j'en étais témoin. Prélèvements, photos, mises dans des boîtes, scellées. Il en est de même des intoxications au gaz, parce qu'on a parlé de gaz lacrymogène, pas du tout. Il s'agit de gaz neurotoxiques. J'ai été témoin, et bien d'autres, en tant que médecin, de patients présentant des convulsions répétées pendant plus de 24 heures. Et neurotoxique, je suis chirurgien des nerfs par spécialité, eh bien ça veut dire qu'au niveau des prélèvements sanguins et urinaires, on retrouve des traces de neurotoxicité. Eh bien figurez-vous que tous ces patients, ces malheureux patients sont sur l'objet de prélèvements. Les prélèvements sont soit techniqués sur place, dans la mesure des possibilités techniques de Gaza, qui sont extrêmement limitées malheureusement dans ce domaine, et d'autre part, tout ça est congelé, réparti dans différents endroits, et sera utile le jour venu. Vous vous souvenez du Tour de France, où des années et des années après, on a ressorti les prélèvements urinaires d'un cycliste qui avait gagné cette fois le Tour de France, et on a pu avoir l'explication. Donc cette équipe professionnelle, eh bien, elle est extrêmement performante. Et ceci aboutit à une date tout à fait récente, 26 mai 2019, c'était la semaine dernière, eh bien, a été envoyé à la Cour pénale internationale, et non pas au bureau du procureur qui depuis des années se laisse un petit peu pousser le menton et hésite à ouvrir une enquête. Il faut reconnaître que la pression sur une seule et même personne de l'ouverture d'une enquête à la Cour pénale internationale fait partie certainement des éléments de réforme qu'il faudra instituer avec peut-être des décisions collégiales, avec toute une série de choses. Et je vous rappelle que la Cour pénale internationale, par son statut, est réformable. Il y a une assemblée générale, on peut proposer des modifications, et n'oubliez pas que les 3/4 des personnes qui sont des représentants des États qui sont à la Cour pénale internationale viennent des anciennes colonies, sont des anciens colonisés. Autrement dit, ils reflètent l'opinion publique mondiale beaucoup plus que le Conseil de sécurité et encore moins les 5 membres permanents. Donc 750 dossiers extrêmement documentés sont maintenant parvenus, non pas à la procureure, mais sont parvenus directement, puisque la Palestine, et là il faut remercier le gouvernement palestinien, Mahmoud Abbas, puisque la Palestine a enfin activé l'article 14. C'est-à-dire que les démarches maintenant sont des démarches d'État. Et il est très difficile de ne pas ouvrir une enquête si un État adhérent à la Cour pénale ne l'appuie pas. Donc il y a là, il faut le reconnaître, un progrès indiscutable. Autrement dit, cette démarche de l'autorité palestinienne qui a été faite, eh bien, fait qu'un registre a été ouvert, non pas au niveau du bureau du procureur, mais à l'étape judiciaire du processus, c'est-à-dire au niveau de la Cour elle-même. Une chambre a été désignée, c'est la chambre préliminaire 1, qui est composée uniquement de juges, et cette chambre préliminaire 1 a ouvert un registre, et voilà que dans ce registre, eh bien, 750 dossiers extrêmement bien documentés sont parvenus. Donc c'est cette chambre préliminaire qui va dire à la procureure si elle doit ou pas ouvrir une investigation. Et donc il y a un certain espoir. Je rejoins ton relatif optimisme, en tout cas sur le plan du droit. Je vous remercie.